Mes chers amis, bonjour, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Oh là là, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis le moment où je vous ai vu, c'est extraordinaire. Il fallait que je fasse une très très courte vidéo, enfin, je sais pas en fait, ça se trouve ça va être long, ça se trouve ça va être court, qui peut savoir, sur Machiavel aujourd'hui. Machiavel, oui, je quand même pas mal lu, oui, sur Machiavel, oui, oui, je peux le dire. Et j'en peux plus d'entendre de toutes les conneries que j'entends sur Machiavel à longueur de journée, donc je pense que je devais faire une vidéo pour essayer de recadrer un peu tout ça. Et bon, voilà, après j'aurai peut-être des choses à dire. Donc, alors, mes chers amis, donc Machiavel, Niccolò Machiavel, on va parler de Niccolò Machiavel. Écrivain de la Renaissance, pas du tout écrivain, beaucoup de choses en fait, diplomate, homme de cour, stratège militaire même, il a écrit un art de la guerre, et en fait il se retrouve à la fin de sa carrière un peu écarté, un peu mis au placard, n'est-ce pas, dans la banlieue de Florence, je crois, où il sera amené à écrire sur finalement ce qu'il aura compris de la marche du monde, et il va écrire notamment un petit livre qui s'appelle Le Prince. Et Le Prince, voilà, c'est un des livres, je pense que oui, on peut dire que c'est un des livres les plus mal compris oui, dans les livres de philo qui existent. Enfin, je pense que c'est un livre extrêmement trompeur. Et alors on va entendre ce genre de trucs comme voilà, le Machiavel dit que la fin justifie les moyens. Voilà, ça c'est la fin justifie les moyens pour Machiavel. Et avant la fin, elle justifie pas les moyens. Non, avant la fin, avec Machiavel, est méchant. Machiavel, dans le politique, il devient vraiment méchant. Tu vois, il se met à comploter. Tu vois, il a le droit de tuer des gens. Il a le droit de faire plein de trucs qu'avant il pouvait pas faire. Du coup, c'est dark. Là, c'est un Machiavel, c'est dark. Et donc voilà, les gens ils comprennent ça et puis bon bah, ils vont te dire voilà Machiavel c'est vraiment le mec qui a c'est une espèce de Nietzsche avant l'heure, n'est-ce pas? C'est une espèce voilà, de philosophe, de la déconstruction presque. On pourrait presque dire de la déconstruction des valeurs qui ont fondé l'Europe, n'est-ce pas? Depuis la Grèce, depuis l'Antiquité. De justice, de tempérance, d'égalité, d'égalité peut-être pas, en tout cas de justice, de tempérance, de maîtrise de soi. Et puis Machiavel, il va arriver à dire non, non, mais en fait, attendez, moi je vous explique, l'important en politique, c'est de prendre le pouvoir et de garder le pouvoir. Et du coup, on va dire, bah, Machiavel, c'est un méchant dictateur, enfin, ou en tout cas conseiller des dictateurs, conseiller des princes, mais dans ce qu'ils ont de plus affreux. Et puis voilà, bah, c'est quelqu'un qui retire la morale de l'ordre du politique. Donc ça, on entend quelque chose de très souvent, et j'en peux plus vraiment d'entendre ça, parce que, en fait, ça c'est dans Le Prince, mais il y a d'autres livres de Machiavel, notamment le discours sur la première décade, où il écrit exactement le contraire. Alors que autant dans Le Prince, Machiavel est pro-prince, pro-oligarchie, autant dans Première décade, c'est totalement l'inverse. Donc déjà, on va se demander, ah, Machiavel est-il républicain? Machiavel est-il ceci? Machiavel est-il cela? Tu vois, genre comme si c'était... Et je pense que Machiavel nous a roulé dans la farine pendant toutes ces années, parce que c'est un malin, c'est un gros malin. Et du coup, on est tous là à se dire est-ce que Machiavel était gentil? Est-ce qu'il était gentil? Est-ce qu'il était méchant? Et en fait, il n'est ni gentil ni méchant. Il est ni même amoral. Je pense qu'il est vraiment. Il se place dans un autre ordre de compréhension des choses. Et c'est ce qui fait que c'est un des écrivains les plus mal compris, les philosophes les plus mal compris. Quand je lis des choses comme pour Machiavel, la fin justifie les moyens, tu vois, genre, j'en peux plus d'entendre ça. Tu vois. Si j'entends quelqu'un qui me dit ça là aujourd'hui, je le claque. Tu vois, je le claque, je mets une bonne claque. Parce que c'est tellement banal, tu vois, c'est comme si tu disais pour Sartre l'enfer c'est les autres, tu vois, genre pour Sartre non, pour Sartre l'enfer c'est les autres. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre c'est des trucs, des citations de cartes postales. Sartre a jamais écrit que l'enfer c'est les autres, tu vois, genre tu vois, les gens qui te disent ça en général ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas d'où vient la citation, ce que ça veut dire, etc. Bon, mais du coup, bon, je pourrais délayer un petit peu d'ailleurs sur la mauvaise compréhension des auteurs. Bon, mais bon, on va pas aller là-dedans parce que ça prendra des heures. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est vraiment important pour Machiavel, et je vais vous montrer donc ce livre. Donc c'est Philippe Benetton, Niccolò Massimo, Essai sur l'art d'écrire de Machiavel. Je pense que c'est le meilleur livre qui a été écrit sur Machiavel et qui a été pour moi game changer sur la manière dont je le comprends et
Donc je peux l'apprécier. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Machiavel, c'est pas un philosophe de système. Machiavel n'est pas là pour dire, voilà, alors la politique c'est ça, l'humain c'est ça, le bien c'est ça, le mal c'est ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Machiavel, il dit, ce n'est pas un homme de système. Il n'y a pas de philosophie machiavélienne, déjà. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ses œuvres, Machiavel se contredit en permanence, en fait. Machiavel, il va dire quelque chose d'un peu républicain, après il va dire quelque chose d'un peu monarchiste, après il va dire quelque chose contre le peuple, après il va dire quelque chose plutôt pour le peuple. À un moment donné, il va célébrer la vertu, et puis à un moment donné, il va célébrer l'absence de vertu, la méchanceté. Il va dire, par exemple, il va dire d'un personnage, j'ai oublié, de l'histoire romaine, ou de l'histoire du XVIe siècle, oui, il était méchant, mais ce qui a causé sa chute, c'est même pas sa méchanceté, c'est qu'il a même pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de sa méchanceté et de buter, je sais pas, les familles qui devaient buter, etc. Et Machiavel ment aussi, ça c'est important de le comprendre. Machiavel ment, c'est-à-dire qu'il y a dans son, notamment sur le discours sur la première décade de Tite-Live, il donne beaucoup de détails qui sont faux. Il va te dire, voilà, il y a 500 soldats qui ont été avec Manlius, Sancipius contre, tu vois, dans la guerre des Gracques de je sais pas quoi. En fait, non, c'est pas 500, c'est 750. Alors tu dis, bon, c'est pas très très grave, tu vois. Ouais, mais en fait, et en fait, c'est ce qu'explique Philippe Benetton, c'est qu'en fait, il le sait. Il le sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. C'est ça qu'il faut, je veux dire, il faut bien comprendre. Machiavel, il fait exprès de dire des choses fausses dans ses bouquins. C'est une théorie, bien sûr, on va pas le prouver, mais il y a des convergences de style et des convergences sur ce qu'il sait. C'est-à-dire qu'il est capable à un moment donné de dire quelque chose de très très précis sur une période de l'histoire romaine, et puis après, sur la même période, sur un autre événement, il va donner un chiffre faux. Donc tu dis, d'où soit il s'est pas relu, mais dans ce cas, comment il peut donner des chiffres aussi précis et détaillés de l'autre côté? Soit il ment, il fait exprès de mentir. Et ça, et je pense que Machiavel, il roule les gens dans la farine, quoi. Quand il dit, par exemple, à la fin du Prince, oui, tu vois, il fait une espèce de grande envolée lyrique pour dire, oui, grâce au Prince, l'Italie sera réunifiée, je sais pas quoi, vivra dans la paix, dans la justice, etc. Enfin, tu vois, il fait une grande envolée lyrique qui tranche d'ailleurs avec le reste du texte, c'est quand même hyper froid, hyper calculateur, et puis tout d'un coup, ça devient, grâce au merveilleux Laurent de Médicis, l'Italie demain retrouvera son unité. Et en fait, Laurent de Méditon, il analyse le truc, il dit non mais il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Il est pas sérieux quand il dit ça. Il y a des éléments comme ça qui permettent de dire qu'il n'est pas du tout sérieux. C'est de la flatterie, quoi. C'est pas à prendre au sérieux. Et Machiavel, comme ça, c'est un philosophe avec plusieurs couches de compréhension et qui est très retors. Donc c'est pas un philosophe qui va s'exposer, qui va exposer ce qu'il pense vraiment, en fait, bizarrement. Alors, quand même, il a dit des choses tellement scandaleuses, quand même, il dit ce qu'il pense. Et en fait, non, il va faire exprès à certains moments de masquer ce qu'il dit. Il y a certaines phrases qu'il a données, alors je trouve ça génial, j'ai pas d'exemple là, parce que j'ai lu ça il y a longtemps, mais il donne des exemples de phrases et tu les lis, tu dis ouais, bon, oui, d'accord. Et en fait, quand tu relis le truc et que tu vois, il analyse un truc, tu dis mais c'est contradictoire en fait, dans la même phrase, ou d'une phrase à l'autre, tu vois, genre c'est contradictoire. Il dit un truc, là il dit que l'homme est fait pour la vertu, et après il dit l'homme est, tu vois, genre, pas ça, mais genre, ouais, l'homme est fait pour la vertu, après il dit l'homme n'existe que dans le crime, tu vois, genre, mais à deux phrases près. Et tu le vois pas, parce que c'est tellement bien écrit. C'est tellement bien fait, quoi. Et tu vois pas ces choses-là. Donc déjà, alors, réduire Machiavel au prince, première erreur. Déjà, Machiavel n'a pas écrit que le prince. Ensuite, ce serait bien de parler de voilà, les youtubeurs qui parlent de Machiavel sur YouTube. Bon, c'est bien de parler de Machiavel, il faudra le lire. J'ai vu je crois que c'était le précepteur qui parlait de Machiavel pendant 20 minutes. Je crois qu'il était capable de parler de Machiavel pendant 20 minutes. Il parle jamais de Rome. Il parle jamais de Rome. Déjà, comment tu peux parler de Machiavel pendant 20 minutes, 30 minutes sans jamais parler de Rome? Machiavel, il parle que de Rome. Mais il parle que de Rome. Dans Le Prince, il y a peut-être 30% du bouquin qui est dédié à des exemples de Rome. Et dans les discours sur la décade de Tite-Live, évidemment, il n'y a que ça. Et puis dans ses autres œuvres, enfin, il va parler de Rome tout le temps. C'est un mec qui est
irrigué d'esprit romain. Et là, je pourrais faire une espèce de petite liaison avec ma vidéo sur le Moyen-Âge, sur les clichés du Moyen-Âge, et où est la rupture dans la Renaissance. Est-ce que vraiment la Renaissance est une si grande rupture que ça, tu vois, qui est une question qu'on se pose. Et en fait, Machiavel, c'est un peu l'exemple de ce que la Renaissance, en voulant retourner à l'Antiquité, en voulant célébrer l'Antiquité, l'a définitivement enterré, en fait. Et Machiavel, je pense qu'il le sait. Parce que là encore, dans le petit bouquin d'analyse de Machiavel dont je vous ai parlé, c'est sur l'art d'écrire de Machiavel, il montre bien qu'en fait, la déférence de Machiavel aux auteurs classiques, fake. C'est fake, tu vois. Il dit, non mais, il a écrit une phrase du type, alors je sais pas si je vais retrouver la phrase. Ah ouais, il écrit, ça c'est dans une lettre, mais qui est fameuse, il écrit, une fois qu'il a été évincé du pouvoir par les Médicis et tout, et il écrit, voilà, il vit dans une espèce de villa, il dit: le soir venu, je retourne chez moi, et j'entre dans mon cabinet, je me dépouille sur la porte de ces habits de paysan, couverts de poussière et de boue, et je me revêt d'habits de cour. Je pénètre ainsi dans le sanctuaire antique des grands hommes de l'Antiquité. Reçu par eux avec bonté et bienveillance, je me repais de cette nourriture qui seule est faite pour moi, et pour laquelle je suis né. Je ne crains pas de m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Ils me répondent avec bonté, et pendant 4 heures, j'échappe à tout ennui, j'oublie tous mes chagrins, je ne crains plus la pauvreté, et la mort ne saurait m'épouvanter. Alors tu lis ça, tu dis, waouh, quand même, c'est beau, c'est beau. Et le gars il dit, ouais, mais non, c'est pour Laurent de Médicis, ça. C'est probablement pour essayer de retourner dans ses bonnes grâces. Machiavel, il vit pas dans une petite chaumière dans la banlieue de Milan, dans la banlieue de Florence. Il le dit, Philippe Benetton, il le dit, il devait vivre dans une putain de villa. Enfin, bon, voilà, c'est un noble, quoi. Je veux dire, faut arrêter, tu vois, genre. Mais il va essayer comme ça de faire appel à l'émotion et d'une manière extrêmement convaincante. Et c'est là peut-être le génie de Machiavel, le style. Moi, je pense que il faut pas comprendre Machiavel comme un. Il faut pas comprendre Machiavel comme un philosophe normal, entre guillemets. C'est un philosophe voilà, qui va avoir son système, qui pense. Voilà, Machiavel, il pense ça. Tu vois. Déjà si tu commences une phrase en disant Machiavel pense que. Non. Tu vas forcément dire une connerie. Parce que Machiavel, bien malin, celui qui saura dire ce que Machiavel pense. Parce que Machiavel, c'est vraiment pas évident de savoir ce qu'il pense, même en politique. Machiavel, c'est pas un philosophe à proprement parler, c'est d'abord un diplomate, c'est ensuite un peu un historien. Moi j'allais dire, ouais, c'est l'homme qui fait le lien. Moi j'adore ces bouquins parce qu'il fait le lien, notamment dans le discours sur la première de 4 de Tite-Live. C'est finalement un homme du XVIe siècle qui commente Tite-Live, qui lui-même parle de l'histoire de Rome de 150 ans avant, quoi. Tu vois, donc il y a vraiment un triple étage qui se fait et qui est vraiment très beau et magnifique. Mais là encore, arrêtez de dire il y a une espèce de vision du monde machiavélienne ou des choses comme ça, quoi, parce que c'est probablement pas vrai. Alors j'ai pris quelques exemples. Machiavel, il va invoquer, alors un concept important chez Machiavel, c'est la fortune. Alors c'est vrai qu'il va dire souvent la fortune, c'est il s'agit, il va dire c'est comme une femme, il faut la prendre par les cheveux pour la forcer, tu vois, il faut forcer la chance un peu pour obtenir ce qu'on désire plutôt que d'attendre patiemment. Mais après, parfois il va dire le contraire, parfois il va dire qu'il faut attendre patiemment, parfois il va dire qu'il faut être absolument audacieux. Et en cela, je pense que c'est vraiment un vrai philosophe politique. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça la politique. Et je pourrais faire un lien avec ma vidéo la dernière vidéo sur le syndrome du bon élève, quand je disais notamment que le but d'un politique, c'est pas d'être en adéquation avec un ensemble de choses. C'est vraiment c'est un autre ordre. C'est-à-dire qu'il faut de l'audace, du courage. Et surtout l'approche du temps. Alors ça, les Grecs l'avaient bien compris, mais la politique, c'est vraiment une approche du temps qui est particulière, c'est de savoir le bon moment pour l'action, de sentir le moment pour l'action. Et Machiavel, c'est aussi donc un rapport à l'histoire. Alors c'est vrai que là, il faut le dire, pour Machiavel, les personnages de l'histoire, y compris les personnages bibliques, ne sont plus des modèles. C'est plus des modèles, mais c'est des exemples. Et c'est vrai que ça change tout. Et là pour le coup, il y a une rupture avec le Moyen-Âge. Là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire.
Pour le Moyen-Âge, l'histoire qui s'est déroulée jusqu'avant, c'était pas tellement un problème de causalité. Il y a eu tel événement, puis qui a entraîné tel événement, puis qui a entraîné tel événement. C'est plus, effectivement, un exemple. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit avant? Un modèle? Ouais, non, justement, c'est plus un modèle qui se répète de manière un peu cyclique, en fait. L'histoire médiévale n'est pas une histoire linéaire. Et avec Machiavel, on assiste finalement au balbutiement d'une vision de l'histoire qui est, voilà, les hommes ont fait ça. Et qui est effectivement dépouillé de toute référence religieuse, parce que pour lui, finalement, le prince, un exemple de prince, ça peut autant être Moïse que Scipion l'Africain, que Laurent le Médicis, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est une grosse rupture. Ça, pour le coup, c'est une grosse rupture de vision. Donc pour ceux qui disent, voilà, la Renaissance, c'est le retour à l'Antiquité, non, la Renaissance, c'est enterrer l'Antiquité une bonne fois pour toutes, sous des couverts de lui donner révérence. En fait, il n'y a plus d'Antiquité à la Renaissance, c'est fini. C'est-à-dire que le Moyen-Âge a finalement... on peut se demander, est-ce que le Moyen-Âge n'a pas plus en commun avec l'Antiquité que la Renaissance, tu vois. Alors, qu'est-ce que l'homme pour Machiavel? Qu'est-ce que l'homme? L'homme. Que veulent les hommes? Ouais. Machiavel, il va souvent décrire les hommes comme des machines à désir infini, qui ne peut jamais être comblées. Et du coup, seule la nécessité, seul le carcan des lois peut leur permettre de réprimer ce désir et de le canaliser dans la bonne direction, dans la direction de la vertu. Qu'est-ce que la vertu pour Machiavel? Ça, c'est encore une vraie question qu'on peut se poser. Mais il dit effectivement que les hommes ne seront jamais vertueux que par nécessité. Ça, c'est vrai que c'est une grosse différence. Il n'y a pas vraiment de vertu. En fait, on ne peut même pas rechercher la vertu. C'est pour ça que Machiavel, en un sens, c'est un institutionnaliste. C'est-à-dire qu'un bon gouvernement, c'est pas tellement des bons hommes, c'est des bonnes lois avant tout. Les bonnes lois vont faire les bons hommes. Et donc voilà, les institutions, voilà, c'est ce que je viens de dire, elles modèlent l'homme en le rendant... C'est les institutions qui rendent l'homme vertueux. C'est pas tellement l'inverse. Il va y avoir comme ça, voilà, quelques idées qui vont, bien sûr, Machiavel a des idées. Il va parler notamment du fait que l'idée de la régénérescence d'une institution, par exemple de la faire revenir à ce qu'elle était originellement. Tu vois, il donne un exemple comme ça pour Rome. Il dit voilà, à un moment donné, une réforme du Sénat pour faire revenir à ce que c'est que l'essence, les origines. C'est un philosophe du déclin, Machiavel, hein, on peut le dire. Même si à certains moments il va dire un peu le contraire, mais où il va dire que c'est normal de voir du déclin partout, ou que les gens vieux nécessairement voient du déclin partout. Mais c'est vrai que le monde, pour lui, c'est une espèce de corps vivant. Enfin, les institutions humaines, c'est une espèce de corps vivant qui se décompose au fur et à mesure du temps, et qu'il faut renouveler, qu'il faut régénérer. Ce qui est évidemment à l'encontre de toute idée de progrès. Donc voilà, il y a des idées qui surnagent de Machiavel. Il y en a, et c'est passionnant, et c'est génial. Machiavel, c'est un philosophe, moi je trouve absolument génial. Tu vois. Mais attention aux pièges. Attention à la réduction à certaines petites phrases. Attention à la réduction à certaines saillies qu'il a pu avoir et qui seraient... ce serait ça Machiavel. Non, Machiavel, c'est un philosophe, un peu comme Bergson, c'est un philosophe organique. C'est un philosophe qui se déploie dans tout un tas de directions, qui se contredit, qui revient, qui dit une chose, et puis après qui reprend cette chose, ou qui donne une idée théorique, puis après il va donner un exemple de cette idée théorique, mais en fait on se rend compte en regardant un peu que l'exemple, en fait, il contredit la théorie. Enfin, c'est pas un philosophe où on peut dire avec certitude Machiavel pense que. C'est impossible de dire Machiavel pense que. Et c'est pour ça que peut-être il est aussi génial, c'est que finalement, peut-être applique-t-il dans son œuvre ce qu'il préconise. Qu'est-ce qu'il préconise? Avancer masqué, ne pas laisser voir ses plans. C'est un peu ce qu'il fait, en fait. C'est un peu ce qu'il fait. On ne peut pas comprendre ses plans. On ne sait pas, finalement, s'il est républicain, monarchiste, pro-ceci, pro-cela. Impossible de savoir. Et voilà. Et c'est ce qui fait, à mon sens... et après c'est l'écriture, quoi. Mais c'est ce qui fait que le Machiavel est pour moi, un écrivain aussi génial. C'est-à-dire qu'il va... Il a vraiment... c'est le premier science politicien, tu vois, genre, qui essaie de poser un peu les bases d'une science politique, même si il y en a bien des raisons de penser qu'elle n'est pas si sérieuse que ça.
Mais quand même, c'est le premier qui va dire, voilà, l'État est un acteur. Là, c'est pas les hommes en tant que tels, c'est vraiment l'État, les institutions. Et ça, c'est hyper moderne. C'est hyper moderne, quoi. C'est vraiment... il essaie de classifier les États, de comprendre un peu quelle sorte d'État il y a, quelle sorte de gouvernement, est-ce qu'il y a un bon gouvernement. Et ça, c'est des questions qu'on se posait avant. Platon va se poser la question dans la République, voilà, qu'est-ce que c'est le bon gouvernement, etc. Mais Machiavel, il va y répondre d'une manière beaucoup plus moderne. C'est-à-dire qu'il va, effectivement, alors ça pour le coup, voilà, c'est un truc qui est beaucoup dit, mais il va pas prendre un gouvernement qu'il aurait imaginé lui en disant le bon gouvernement ça devrait être ça, mais il va prendre les exemples de gouvernement en disant voilà, ce qui marche c'est ça, ce qui marche pas c'est ça. Après voilà, on sait toujours avec la Fortuna, avec le Chiron qu'on va essayer de naviguer l'histoire. Mais donc oui, c'est vrai que chez Platon, oui, c'est évident que les lois ont pour but un but. Chez Platon, il y a quelque chose d'éducatif dans la République. C'est la République, elle fait naître des hommes vertueux. Alors que Machiavel, il s'en fout un peu. Pour Machiavel, les bonnes institutions, c'est celles qui forcent les gens à être vertueux. C'est pas tout à fait la même chose. On se souviendra de l'allégorie de la caverne dans Platon, qui consiste à quoi? Qui consiste à dire, si tu sors de la caverne, tu auras un nouveau... Tu verras que la réalité que tu pensais percevoir est une ombre, et que la vérité de cette réalité, elle ne se situe pas dans ces représentations, mais dans vraiment ce qu'il appelle les idées, qui est l'abstraction de ces idées. L'abstraction de ce qu'on voit. C'est-à-dire, non pas une personne belle, mais la beauté. Et Machiavel, évidemment, ne vit pas dans un monde d'abstraction. Mais donc, pourquoi je disais ça? Parce que l'allégorie de la caverne, en fait, c'est ce que j'avais appris à l'époque, c'est que finalement, ça donne un message éducatif. Ça montre qu'en fait, si tu détournes le regard de l'homme des ombres pour le diriger vers la lumière, pour le diriger vers les choses réelles, pour le diriger vers le soleil, alors il verra la vérité, alors il verra le monde des idées, et il s'en suivra la vertu. C'est une espèce de perspective d'un changement de regard. Machiavel, ça n'a pas d'importance pour lui. Pour Machiavel, Machiavel a accepté peut-être que le monde est un monde d'ombre et que finalement, il ne s'agit pas de rendre les gens vertueux dans le sens de changer leur essence, parce que les hommes ne seront jamais vertueux, sinon par nécessité. J'avais trouvé une vidéo d'un mec, alors c'était un coach business, un peu scammer, qui avait dit Sun Tzu disait que Sun Tzu donnait cet exemple d'une armée qu'on avait collée au pied du mur, et puis en fait l'armée se bat beaucoup mieux quand elle n'a pas le choix que quand il y a une petite sortie qui permet de s'en aller. Donc si l'armée est prise vraiment près du pied du mur, elle va se battre comme si c'était son dernier souffle, puisqu'elle n'a plus rien à perdre. Alors finalement, si elle a la possibilité de s'échapper, elle se battra moins bien et elle perdra. Alors c'est pas Sun Tzu, c'était Machiavel, mais bien essayé. Bon, qu'est-ce que je dis d'autre? Le gouvernement... Voilà, je pense que on s'arrête là. Je vous conseille vivement de lire Niccolò Massimo, Essai sur l'art d'écrire de Machiavel. C'est un livre absolument génial. Si vous n'avez pas lu Le Prince, lisez Le Prince. Alors, c'est un bouquin qui fait je crois, il fait 50 pages. Alors, ce truc, ça se lit en 2 jours. C'est génial, absolument génialement écrit. Et puis, si vous avez le temps, lisez Le Discours sur la première décade de Tite-Live. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu, je pense. Donc, ouais. Voilà, petite vidéo rapide. Mes chers amis, je vous dis à une prochaine. De grandes choses se préparent pour la chaîne. Vous allez être expropriés. Ce mot n'existe pas. Et voilà, je vous dis au revoir. Allez, ciao.